Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, chaque dimanche, actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif Arc-en-ciel, la chronique. Arc-en-ciel info. Arc-en-ciel, animation festive. Mesdames et messieurs, retour au direct. Et comme ça a été annoncé, nous sommes heureux d'être en ligne avec Monsieur Moustapha Saha. Bonjour et bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel sur Radio Pluriel. Eid Moubarak Saïd. Alaykoum ala ila dirk. Oui, bonjour, c'est Abdelatif. L'intervention de ce jour, comme ça a été annoncé la semaine dernière, donc j'aimerais bien parler de Monsieur Moustapha Saha, sociologue des problématiques des minorités urbaines, migratoires ou de la révolution numérique, docteur d'État sous la direction d'Henri Lefebvre, artiste exposant de l'imam au Maroc contemporain 14-15, éditorialiste à Jeune Afrique, Post Maghreb Maroc diplomatique, Kid Maroc, cofondateur du mouvement du 22 mars de mai 1968 et la thématique de ce jour, la post-immigration face au nouveau monde. De quoi il s'agit en termes de post-immigration, M. Moustapha Saha? Oui, je voulais aborder avec vous ce thème parce que je constate tous les jours dans les articles de journaux, mais aussi dans les études sociologiques, académiques faites par des sociologues, des confusions, des amalgames concernant la question de l'immigration. Et en fait, on parle de l'immigration de manière générale, comme si c'était l'immigration de l'après-Seconde Guerre mondiale, l'immigration des années 50 et des années 60, quand la France avait besoin de se reconstruire et qu'elle a été chercher massivement des immigrés qu'on pourrait appeler des immigrés économiques qui venaient en célibataire et qui, en général, venaient avec le projet de revenir dans leur pays. Il y a une partie qui retournait dans leur pays, mais il y a aussi une partie qui a traîné après avec des retraites de misère dans les foyers Sonacotra, qu'on appelle aujourd'hui les foyers Adoma. Il y a encore des survivants qui vivent dans des conditions inacceptables. En fait, tout ça, c'était avant une deuxième vague d'immigration très importante, qui était une immigration démographique décidée en 1976 par le président Giscard d'Estaing et qui était, qu'on avait appelé le regroupement familial. Et qui a permis à beaucoup d'immigrés de ramener en France leurs familles, leurs jeunes enfants. Et cette immigration s'est traduite par une seconde génération, une première seconde génération qui n'était pas née en France, mais qui, avec la seconde génération née en France, ont déclenché la fameuse marche pour l'égalité de 1983, où les immigrés, surtout la seconde génération de migrants, a changé de vision par rapport à sa situation, sa condition en France et à sa propre image sociale.
Et donc là, il y a une prise de conscience, c'est-à-dire que Mhm. cette seconde génération de migrants a refusé, et c'était l'un des mots d'ordre de la marche, la surexploitation à laquelle avaient été soumis leurs parents. Cette immigration qui est d'origine souvent maghrébine et africaine en grand nombre, hein, comme tout le monde le sait, a un passé colonial. Et comme on a échangé par téléphone auparavant, on a parlé de 2 points qui sont de taille. Cette immigration a un passé qui est, pour le moins, on dit contradictoire. Oui. Contradictoire sur le plan sociologique. Puisque vous êtes un sociologue, j'aimerais bien vous poser cette question qui m'a interpellé, sincèrement, ça m'interpelle toujours. Comment peut-on expliquer une situation de telle sorte, un pays sous domination de la France défend la liberté de la France? Oui, ça c'est une question centrale. Pendant la Première Guerre mondiale, l'Algérie était colonisée depuis 1830. La Tunisie était sous protectorat depuis 1870 et puis le Maroc depuis 1912. Et ces 3 pays ont engagé des troupes très importantes. Alors, autant on peut dire que pour l'Algérie, ils étaient engagés d'office, puisque l'Algérie était Considéré département voilà, considérée comme une partie prenante de la France. Autant, il ne faut pas oublier qu'au Maroc, pour ne prendre que cet exemple, c'était un protectorat. Et donc, les Marocains, il y avait un double pouvoir, le pouvoir colonial, qui était représenté par le résident général, mais il y avait aussi le pouvoir chérifien, le pouvoir du sultan. Et donc, les Marocains ne pouvaient être engagés qu'avec l'accord du roi. Et donc, contrairement à ce que certains faux historiens ont raconté, souvent cet engagement a été volontaire. Il a été volontaire parce que le palais a envoyé des émissaires dans les tribus pour convaincre les chefs de tribus de s'engager pour une cause juste. Et effectivement, comme vous l'avez dit, on considérait qu'il fallait aider la France, même si c'était la puissance coloniale, à se libérer d'une invasion étrangère. Voilà, en gros. Ce qu'il faut savoir, c'est que les Marocains, dès la Première Guerre mondiale, ils venaient d'être colonisés, mis sous protectorat depuis 2 ans, ont engagé 40 000 hommes, ce qui est énorme, qu'on appelait la division marocaine. Et il y avait déjà des fameux goumiers et qui vont servir dans l'armée française, qui était au départ des supplétifs, qui deviennent des professionnels à part entière. Pendant la Première Guerre mondiale, il y a eu 22 000 goumiers sur les 40 000 Marocains engagés. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, il y avait 12 000 goumiers qui étaient des soldats professionnels et qui ont été le fer de lance de la libération du premier département libéré de la France, la Corse. Voilà. Mais sur une explication sociologique, selon vous, vous êtes un sociologue, vous connaissez parfaitement les mouvements et les fluctuations que peut connaître une société. Selon vous, c'est quoi qui a vraiment poussé les Marocains à prendre cette décision et d'y aller au front, hein? Donc, on avait énormément de morts, hein, comme tout le monde le sait. Ah oui. Et malgré une reconnaissance tardive, hein, donc par rapport à leur implication aussi, à leur
intervention pour libérer la France, et avec la sourde oreille et l'oubli de l'histoire chez quelques partis politiques qui oublient qui a participé à leur libération, c'est quoi qui explique cette motivation? Pourquoi le Marocain a pris la décision d'y aller au front? Pourquoi le Marocain a accepté, malgré qu'il est sous pression, de montrer comme quoi il est généreux, de montrer comme quoi il défend les valeurs? Et selon vous, est-ce que cette participation du Marocain a joué un rôle dans la libération du Maroc, notamment? Oui, ce que je voudrais préciser, parce que là aussi il y a des confusions, c'est que dans les pays du Maghreb colonisés, l'idée nationale, d'appartenance nationale, est venue très tardivement. C'est-à-dire que c'est sûr qu'elle était partagée par une élite intellectuelle dès le départ qui a lutté contre le protectorat. Mais dans le peuple, nous sommes dans une société tribale et qui reconnaît la centralité de la monarchie comme un symbole unificateur. Ça ne va pas plus loin. Et ce qui était une... Bon, et d'un autre côté, qui était en lutte permanente contre le Mahrzen. Ça veut dire contre cette centralité qui lui a imposé des impôts. Et des prélèvements sur ses récoltes, etc. Nous sommes dans un type de société, parce que nous sommes familiarisés aujourd'hui avec l'idée de nation, mais l'idée de nation, d'abord, c'est un concept européen, et ensuite, il ne s'applique pas à des sociétés dont la richesse, c'est justement leur diversité, et qui ont su, justement, se constituer. Pardon. Se constituer par et dans cette diversité. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que ces soldats, et vous avez raison d'insister sur ce point, et ils étaient là en tant qu'hommes, c'est-à-dire ils étaient là pour montrer leur bravoure, leur courage et leur savoir-faire militaire, qui est atavique, qui est ancestral. Donc, autrement dit, ils étaient là déjà pour, en tant que soldats, leur prouesse, c'est pour défendre leur, à la fois leur fierté, l'image qu'ils avaient d'eux-mêmes, mais en même temps, l'image qu'ils donnaient à l'extérieur. Il fallait qu'ils prouvent que les Marocains sont de grands guerriers. Vous voyez le... Et donc, chaque soldat avait intériorisé l'idée qu'il représentait les vertus guerrières du Maroc. Vous voyez ? Donc, on ne défend pas une idée nationale, mais on défend une marocanité. Une marocanité, oui, c'est vrai. Et comme vous m'avez dit, donc vous avez vécu une expérience inédite, la période où vous étiez à l'Élysée, et surtout cette arrivée massive de quelques-uns, massive, j'ose dire, d'un grand nombre de survivants gomis à l'île de Corse. Pourriez-vous nous dire davantage? Oui, ce que je voudrais dire, parce que c'était un enjeu important. Comme je l'ai dit, ça s'est passé en 2013, et donc on a eu l'idée avec Kader Arif, qui est aussi d'origine algérienne et qui était le ministre des anciens combattants, de rendre leur dignité aux Goumiers notamment. Il faut savoir que sur les 12 000 Goumiers qui avaient participé à la Seconde Guerre mondiale, et je crois qui était parmi les divisions les plus qui avaient reçu collectivement le plus de médailles. Même la deuxième, je crois, division qui avait reçu le plus de médailles, jamais ils ont été reconnus en tant que tels. C'est-à-dire que aujourd'hui, en tout cas en 2013, je me souviens, il restait à peine 200 sur les 12 000 qui étaient, soit à peine 2%, quoi,
qui était encore survivant, et tous les autres étaient rentrés chez eux et ils avaient une pension ridicule et ils sont morts dans la misère noire. Donc l'acte par lui-même, bien entendu, n'avait plus qu'une valeur symbolique, mais il était important pour leur rendre leur dignité. Et donc, il y a eu 10 gommiers qu'on a fait venir en France, qui ont reçu la Légion d'honneur du président de la République. Et puis, il y a eu une cérémonie très émouvante à Bastia, où à un moment donné, ils voulaient absolument retrouver la plage sur laquelle ils avaient débarqué. Ils me le demandent, c'était la chose la plus précieuse pour eux. Oui, ça me rappelle, oui. Donc, voilà. Et donc, on s'est organisé pour les emmener sur la plage. Et il y a eu un moment très émouvant. Je m'assois au milieu d'eux sur la plage. Ils avaient des djellabas blanches, immaculées, des babouches, des chaussettes blanches. Et puis, les 10 avaient entre 95 ans et le plus ancien avait 105 ans. Et c'est le plus ancien qui s'est levé, qui a enlevé ses babouches et qui, en chaussettes, il a commencé à courir sur la plage. Et les autres l'ont suivi. C'était un moment comme si le même geste, la même course qu'ils ont eue quand ils sont arrivés, pour libérer la course. Nous vivons, M. Moustapha Saha, ces derniers jours, un grand nombre de manifestations, de reconnaissance, et cérémonies énormes avec les Américains, avec les Anglais. Mais on voit pas autant pour ces Gomés par rapport ou bien à ces Africains qu'ils ont fait, qu'ils ont laissé leur vie aussi, qu'ils étaient les premiers à intervenir depuis un certain temps. Selon vous, c'est quoi la raison? Oui, je voulais juste préciser que c'est uniquement en 2013, à l'occasion de cet événement, que le régime des anciens combattants des anciennes colonies, et notamment du Maroc et du Maghreb et du Sénégal, les Sénégalais y ont joué un rôle aussi extrêmement important, a été aligné sur celui des anciens combattants français de la métropole. C'est très important. D'accord. Et donc, c'est à savoir, parce que, à ma connaissance, il y a d'anciens combattants qui ne connaissent pas encore cette loi et qui n'ont pas fait valoir leurs droits. Eh bien, s'il y a des gens qui sont concernés, des descendants, qu'ils passent le mot, parce que c'est très important, c'est pas une question matérielle ou financière, c'est une question de retrouver sa pleine dignité, en étant considéré comme ayant été un soldat à part entière et non pas un supplétif. Alors maintenant, je réponds à la question, effectivement, il y a une carence, effectivement, il y a un complexe de supériorité hérité du colonialisme qui perdure au niveau de du gouvernement français. Il faut qu'il sache que depuis l'indépendance, et singulièrement encore plus aujourd'hui, tous les pays se valent et s'équivalent, et que tous les pays, qu'ils aient été anciens colonisés ou pas, sont à pied d'égalité. Donc il est temps qu'ils reconnaissent la dette historique qu'il a vis-à-vis du Maghreb, de l'Afrique et de l'Indochine, et j'en passe. Voilà. Écoutez, c'est très clair, hein, donc cette demande qui est légitime quelque part, parce qu'on voit des présidents de ces pays qui se présentent, qui sont là, comme le président Trump, le Premier ministre britannique et d'autres, hein, qui sont là, qui sont avec les honneurs. Pourquoi pas nos dirigeants algériens, marocains, sénégalais, hein, parce qu'il ne faut pas oublier le bataillon sénégalais et tout ce qu'il a fait, hein, comme sacrifice pour libérer la France, de leur rendre hommage avec la présence aussi de nos dirigeants.
Parce que c'est ça qui, c'est ça qui, il faut qu'il y ait il faut qu'il y ait une démarche, il faut qu'il y ait quelque chose qui doit se produire pour que les choses prennent une forme d'égalité. Parce que demain, tout est possible avec une période que nous sommes en train de vivre actuellement. Et comme tout le monde le sait, il y a une période qui est pas stable, hein, j'ose dire. Et les dernières déclarations du président Trump et tout ce qu'il a dit par rapport à l'Europe, la sortie des Anglais par rapport à l'Europe et avec l'histoire du Brexit, on se pose la question demain, et c'est légitime de la poser, est-ce que demain, s'il y a une guerre, est-ce que les Américains vont suivre et les Britanniques aussi? Oui, je réponds d'abord. Je crois que l'Europe, vu les conditions objectives de l'histoire, le regrettait Michel Serres, le philosophe, le répétait souvent, mais là aussi, il disait que c'est la première fois dans l'histoire, en remontant très loin, à plusieurs milliers d'années, que l'Europe vit depuis 70 ans sans guerre. C'est ça. Et il oubliait de dire quand même qu'elle était responsable de nombreuses guerres à travers le monde, et ça continue. Et donc, je pense pas à la possibilité d'une troisième guerre mondiale, contrairement aux prophètes de l'Apocalypse. Mais par contre, on assiste à une multiplication de conflits localisés. C'est ça. De déplacements, de guerres de plus en plus technologiques pour des raisons géopolitiques. Et donc, je pense que il y a le devenir de la Méditerranée, c'est de nouvelles alliances stratégiques, qui sont naturelles, notamment entre les deux rives de la Méditerranée, la rive sud et la rive nord, et qui sont en train de se tisser de manière peut-être pas très visible, mais qui se tissent, parce que voilà, et donc je pense que le devenir, l'avenir de l'Europe, il est moins atlantique qu'il n'est nord-africain et africain. Il me reste une dernière question, et toujours je m'adresse aux sociologues, parce que, comme on a parlé ensemble, et comme tout le monde le sait, nous vivons dans une période d'accélération, une période où l'information est rapide et il faut réagir rapidement. Est-ce que le cas, notamment de la France dans un cadre européen, est-ce que l'Européen devient narcissique? Il y a certes un retour de nationalisme, mais je crois que, et même de populisme, mais je crois que c'est quelque chose de superficiel, de passager, parce que nous vivons une véritable mutation civilisationnelle. Et donc, les pays du monde entier, d'ailleurs, ne savent pas comment se positionner vis-à-vis de cette accélération des choses, de cette remise en cause à la fois par la révolution numérique, entre autres, par de paradigmes, de modèles aussi bien théoriques, politiques, etc., qui ne fonctionnent plus, qui ne sont plus opératoires. Donc tout ça n'est pas encore pensé et on continue à travailler avec des outils, des modèles, des outils théoriques qu'on applique à des situations où ils ne sont plus, où ils ne fonctionnent plus. Je voulais juste dire un mot sur lequel qui me paraît important par rapport à ce que j'appelle la post-immigration. Il y a un concept nouveau. C'est que la génération, les enfants d'immigrés, je ne parle pas parce qu'il y a une nouvelle vague d'immigration qui est justement provoquée, causée par ces guerres insensées, absurdes, organisées, programmées, exécutées par l'Occident pour des raisons géostratégiques, au Moyen-Orient, en Afrique, etc. Et donc,
cet afflux massif de réfugiés qui fuient la mort, tout simplement. Et je parle on en est à la 3e, 4e et même 5e génération des immigrés pour revenir, ne serait-ce qu'au Maghreb et à l'Afrique, et surtout au Maghreb. Je voudrais dire d'abord le rôle des dernières générations. J'ai évoqué tout à l'heure la marche pour l'égalité qui s'est traduite par des inscriptions massives des enfants des banlieues, des cités d'exclusion dans les universités. Et beaucoup de garçons, mais surtout des filles. Et c'est impressionnant aujourd'hui le rôle, pour ne retenir que les Maghrébins, dans leur présence dans les professions libérales, dans les tribunaux, comme avocats, comme médecins, dans les hôpitaux, etc. Tout le monde peut le constater tous les jours. Et ils assurent un rôle important dans les services publics et dans les services. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point, c'est que les grandes entreprises qui sont intelligentes font appel de plus en plus aux Français d'origine maghrébine pour s'ouvrir des marchés. Autrement dit, ils utilisent l'origine ethnique pour s'ouvrir des marchés au Moyen-Orient, dans les pays arabes ou bien dans les pays africains, etc. Pourquoi ? Parce qu'ils ont des cadres qui sont formés dans les grandes écoles, qui sont d'origine maghrébine. Et le troisième point que je voulais indiquer, parce qu'il est assez secret, il y a très peu de personnes qui sont au courant, c'est que les Américains qui sont malins ont compris, il y a une dizaine d'années, ils ont ouvert un service spécial à l'ambassade des États-Unis à Paris, qui est chargé spécialement de détecter, recruter les talents exceptionnels dans les banlieues. Et ça, on ne le sait pas. Il propose des contrats aux États-Unis. On a vu des médecins, un grand médecin à Paris, un Algérien, qui a été pris d'une manière rapide, parce qu'il n'a pas vu son situation s'évoluer rapidement, donc il a été engagé directement par les États-Unis. Donc il y a une pêche qui est en train de se faire auprès de ces Français d'origine, Français d'origine. Et moi, j'ai recensé plusieurs cas d'invention de logiciels dans le domaine internetique qui ont été récupérés, qui ont été faits par des jeunes dans les banlieues et qui ont été récupérés par les Américains. D'ailleurs, je crois que je ferai une communication, un écrit. Mais selon vous, c'est quoi la raison ? Mais la raison... Mis à part le fait de rejet, mais c'est quoi la raison réelle ? C'est un petit peu comme quelqu'un qui est en train de se faire tirer une balle au pied, donc quelque part. Ah oui, par rapport à la France. Oui. Oui, et ça, je voudrais attirer l'attention des pouvoirs publics sur leur manque, mais réellement, de lucidité par rapport à ces questions. C'est-à-dire qu'on continue à traiter les banlieues qui sont eux-mêmes en pleine mutation, en pleine transformation, heureusement, oui. Où se multiplient des initiatives tout à fait exceptionnelles. Ils continuent à traiter les banlieues, les cités, comme des ghettos d'étrangers. Mais non. Il faut savoir que les enfants d'immigrés, seconde, troisième, quatrième génération, assument de la même manière leur identité plurielle. C'est ça. Et qu'ils s'assument à la fois comme Français à part entière, ils n'ont plus le complexe du colonisé. Autant que ils assument leur culture atavique, leur appartenance d'origine marocaine ou algérienne ou africaine. Et selon vous, si Moustapha, selon vous, ça concerne le secteur privé ou public, cette affaire ? Ça concerne d'abord je vais vous dire une révélation.
Et quand j'étais à l'Élysée, j'ai fait une étude sur la présence de la diversité. Donc, je publierai un jour sur la présence de la diversité dans les cabinets ministériels. Et cette présence est pratiquement insignifiante. C'est-à-dire que quand on additionne tous les cabinets ministériels, l'étude, je l'ai faite il y a à peine 4 ans, hein, et il y avait 3,5% de représentants de la diversité. Et j'englobais dans la diversité, y compris les départements d'outre-mer. Donc, ce qui fait très, 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 très peu. Donc, il y a je me souviens que il y a très, très peu de préfets, d'ambassadeurs, etc., qui représentent la diversité. Alors que il y a des compétences énormes, d'ailleurs, qui se versent de plus en plus, soit dans le secteur privé, soit qui conforte la fuite des cerveaux. Il y a une fuite de cerveaux très très importante en France, qui concerne non seulement les descendants d'immigrés, mais qui concerne tous les Français. Hein, parce que la France, qui était il y a encore 20 ans au 5e rang de la recherche scientifique mondiale, aujourd'hui, elle est au 27e rang. Eh bien, écoutez, c'est un dossier à suivre, hein, M. Moustapha Saha. Donc, si vous le permettez, pourquoi pas un autre jour, ou quand vous le souhaitez, on peut développer ce changement sociétal hein, ici en France. Absolument. Et qui est de taille. Je vous dis à très bientôt, Inch'Allah, parce que là, le temps est terminé pour moi, parce que je dois passer à notre intervenant qui est en attente. Et merci infiniment de cet éclairage, un éclairage historique, mais aussi sociologique, hein, de ce que nous vivons comme situation, soit sur le plan immigration ou bien sur plan changement de société, notamment le cas de la France. Monsieur Moustapha Saha, merci infiniment par rapport à cet éclairage et je vous dis à très bientôt. À très bientôt. Merci à très bientôt. Beaucoup. Merci Bonne à vous. Journée à merci. Vous. Merci. Au revoir, monsieur. Au revoir. Barakallahu fik. Merci beaucoup. Au revoir, monsieur. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, chaque dimanche, actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif Arc-en-ciel, la chronique. Arc-en-ciel info. Arc-en-ciel, animation festive.